nous accueillons maintenant Louis Bertucci, qui est Scientific Coordinator of FAIR. FAIR, c'est Finance and Insurance Reloaded, à l'Institut Louis Bachelier, juste au premier étage. Ils sont à côté. Bienvenue, Louis Bertucci. Alors, en quoi consiste le programme FAIR, précisément? Bonjour Ludivine, et déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc, en effet, le programme FAIR est un programme transverse de l'Institut Louis Bachelier qui s'intéresse à l'impact des nouvelles technologies sur le monde de la finance et de l'assurance. Donc l'objectif de FAIR est de favoriser le dialogue entre le monde académique, celui de l'industrie financière et les régulateurs, et également de promouvoir la recherche qui est faite dans le réseau ILB. Donc en fait, FAIR organise des conférences et publie des rapports de recherche. Au niveau des conférences, on a par exemple un partenariat avec la CPR, ce qui nous permet vraiment d'être au cœur des questionnements du régulateur et de réfléchir ensemble sur les questions soulevées par cette transformation digitale du monde de la finance. Oui, on va y venir parce qu'il y a pas mal de sujets. Alors, un de vos sujets, c'est notamment les algorithmes de consensus. Précisément, quel est votre objectif? Enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, moi, dans le cadre de mes recherches, j'analyse de façon théorique, en effet, les algorithmes de consensus. Comment on arrive à un consensus? C'est ça, qui sont vraiment en fait à la base de la blockchain. À la base de la blockchain, il y a le consensus. C'est à la fois la réelle innovation à laquelle on a assisté avec la création du Bitcoin en 2008, et c'est ce qui fait marcher tout ça en fait. Sans le consensus, on n'a rien. Ça vient vraiment du fait que ce sont des acteurs qui sont dans un monde décentralisé. Personne n'est chef par rapport à personne d'autre. Et donc il faut que toutes ces personnes-là arrivent à un consensus. Que tout l'écosystème fonctionne, cet écosystème de finance décentralisée. Alors on va y revenir, mais peut-être aussi, deuxième sujet, c'est la finance durable, le développement durable. Là, c'est quel sujet qui vous intéresse? Donc là, c'est en effet, il y a beaucoup de questions par rapport à la consommation énergétique de la blockchain et même... Oui, on en parlait il y a quelques instants avec Hervé Alexandre de Dauphine. Oui. Voilà, et en fait, même un peu plus que la consommation énergétique, ce qui est vraiment intéressant dans un aspect de développement durable, c'est l'émission de carbone. Donc, il peut y avoir deux, on va dire, types d'innovation possibles ou deux axes possibles de recherche. Il y a à la fois, pas forcément baisser, mais contrôler la consommation énergétique totale de la blockchain, et ensuite se poser la question de d'où vient cette énergie. En amont, c'est-à-dire que l'énergie utilisée pour la blockchain, d'où vient-elle? Si elle vient d'énergie fossile ou d'autres énergies, voilà, c'est ça? Si on brûle du charbon, ça va émettre beaucoup. Si c'est du panneau solaire ou du nucléaire, il y aura un impact carbone qui sera beaucoup plus faible. Et en fait, on se rend compte qu'il y a la source d'énergie, et ce qui est vraiment les incitations qui sont à la base du protocole de consensus, c'est l'énergie la moins chère qui va être utilisée par les mineurs pour miner. C'est comme ça qu'ils vont gagner plus d'argent. Donc ensuite, on se pose vraiment la question de quelle va être l'énergie la moins chère à court terme, à moyen terme et sur du plus long terme. Et c'est ça vraiment qui déterminera le réel impact carbone de la blockchain sur du long terme. C'est pas si évident à trouver puisque c'est la technologie, c'est ça qui décide, c'est plus l'énergie en amont? C'est ça. Alors en fait, il y a les deux choses. En termes de consommation énergétique, nous par exemple, on a montré dans un article récent que la consommation énergétique est proportionnelle au prix du Bitcoin. Donc en fait, donc elle va continuer de monter, paraît-il. C'est toute la question en fait, parce que sur les 10 dernières années, clairement le prix du Bitcoin a été exponentiel, et du coup la consommation énergétique a aussi été exponentielle. Maintenant, les arbres ne montent pas au ciel, et probablement le Bitcoin à un moment, alors il peut y avoir plusieurs scénarios, soit que ça baisse et que ça s'effondre, dans ce cas-là il n'y aura plus de problème, mais sinon ça arrêtera de monter, ça atteindra peut-être une forme de plateau, voilà, une sorte de zone ou une croissance très faible qui pourrait dépendre de la croissance de la population. Après on rentre dans des considérations plus économiques et démographiques, mais nous on montre vraiment qu'à ce niveau-là, quand on aura atteint ce plateau, la consommation énergétique sera fixe, elle arrêtera d'augmenter. Donc ensuite, une fois qu'on a la consommation énergétique fixe, on peut se concentrer sur
optimiser les sources d'énergie pour réduire l'impact carbone total de la blockchain. D'accord. En menant un débat virtuel avec Hervé Alexandre qui était là tout à l'heure, est-ce que vous estimez comme lui que les nouveaux outils, les Layer 2, les Layer 3, vous allez nous rappeler de quoi il s'agit, mais les outils utilisés justement en finance décentralisée, les nouveaux, vont favoriser cette baisse de la consommation énergétique? Vous partagez ce point de vue? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. En effet, il y a pas mal de technologies, dont les Layer 2, qui permettent non pas de faire baisser la consommation énergétique de la blockchain, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Ça dépend vraiment des incitations des mineurs. Mais par contre, optimiser le contenu de la blockchain, en particulier avec les Layer 2, permet de faire rentrer plus de transactions dans le même bloc. Donc en fait, ça diminue le coût énergétique par transaction. Ça ne baisse pas le coût énergétique total, mais ça le diminue par transaction. Et les Layer 2, un de leurs avantages, c'est celui-là, mais l'autre, c'est aussi vraiment de résoudre le problème de la scalabilité. Parce que comme vous venez de mentionner, il y a beaucoup d'applications maintenant sur la DeFi ou Decentralized Finance, mais le problème de fond, c'est quand même que la blockchain a une capacité limitée. Donc si on a 1 million d'applications, même si elles sont toutes super bien et qu'elles ont chacune beaucoup d'utilisateurs, ça ne rentrera pas sur la blockchain. Juste, ça ne rentrera pas. En fait, ce qui se passera, c'est que ça rentrera, mais les frais de transaction deviendront très élevés. Donc, et ce n'est pas désirable pour tout l'écosystème. Donc les Layer 2 font partie des innovations qui permettent de désengorger un peu la blockchain, de faire passer plus de transactions et de permettre à, du coup, plusieurs applications de pouvoir évoluer sur la blockchain. Oui, c'est ça, parce que le fait de faire baisser les frais permettent aussi de favoriser la créativité et l'innovation. Exactement, parce que si les frais sont trop élevés, en fait, on va se retrouver dans des situations où on va faire un montage financier dans la DeFi, par exemple, mais les frais de transaction rendront la chose inintéressante. Même si c'était profitable financièrement avant, avec les frais, ça ne le deviendra moins. On va évoquer aussi les risques liés au sein de cette finance décentralisée. Vous m'avez parlé des flash loans pour les non-initiés. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est et où sont les biais, les risques liés à ces nouveaux Alors les flash loans, c'est très surprenant pour des non-initiés. La première fois qu'on en entend parler, en fait, ce sont des prêts qui sont non collatéralisés, qui ont une duration 0 et qui n'ont pas de risque de contrepartie. Donc ça paraît complètement fou, même si on imagine que ce soit possible, on se dit mais pourquoi? En fait, l'idée c'est que dans une même transaction sur la blockchain, on peut emprunter de l'argent, faire des choses toujours dans la même transaction en appelant des smart contracts différents, des protocoles DeFi par exemple, et à la fin de la transaction, rembourser l'argent. Et c'est très utilisé dans le cadre d'arbitrage, parce que ça permet, s'il y a vraiment le cas d'école, 3 marchés sur 3 paires de devises, un arbitrage triangulaire classique, on achète des euros, ensuite on achète des dollars, on achète des yens et on revient aux euros. Si les taux ne sont pas coordonnés, il y a un profit qui va être réalisé. Et du coup, on peut emprunter, utiliser ce circuit d'arbitrage et rembourser l'argent à la fin. Mais vu que ce n'est pas collatéralisé et sans risque, en théorie, et c'est déjà arrivé, il y a des gens qui empruntent 400 millions ou des choses comme ça, des montants complètement les taux de rendement sont assez exceptionnels. On peut espérer... c'est quel taux à peu près? J'avais noté, c'est 5... taux de rendement, ouais, en fait, ça dépend vraiment des protocoles DeFi, mais ça peut aller de 5% à même jusqu'à 12-15%. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est vendu comme étant sans risque. Donc là aussi, on a quand même le côté académique de notre éducation. On se dit, un taux sans risque à 15%, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc c'est en fait très probablement, il y a des risques qui sont non pricés, qui sont pricés par le marché, mais qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas des risques financiers, mais plutôt des risques technologiques liés au protocole lui-même, à l'algorithme du smart contract, à des failles, à des fraudes, à ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir un œil dessus. Après, c'est rare que les non-initiés, ça reste un marché d'initiés aujourd'hui, il faut bien le dire, donc, et pas grand public, donc le risque se limite de ça. Peut-être dernière question, justement, cette finance décentralisée évolue très vite. Si on ne la suit pas pendant une semaine, on a l'impression d'être déjà dépassé. Vous, Louis Bertucci, comment faites-vous pour suivre
cette finance décentralisée? C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, je dors pas oui, beaucoup. Oui, c'est ça, c'est très gentil d'être avec nous alors. Ouais, et en fait, c'est vraiment, on a après, on a un réseau, je suis en contact avec pas mal de gens dans le monde académique qui s'intéressent aussi à ça, mais également dans l'industrie. Et il y a souvent des conférences, des choses, mais on ne peut pas tout suivre à 100%. Moi, je me focalise pour l'instant sur les aspects plus fondamentaux de la blockchain et de la DeFi. Je ne suis pas au courant de toutes les innovations DeFi. Les nouveaux acteurs, etc. Non, c'est compliqué. Ça, vous me rassurez. Merci beaucoup, Louis Merci Bertucci. à vous pour l'invitation. Merci, à bientôt.